Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation, aujourd'hui focus sur les accidents vasculaires cérébraux, les AVC. Nous allons retracer dans ce magazine le parcours des personnes victimes d'un AVC, depuis les premiers signes d'alerte jusqu'à la rééducation, en passant par les urgences et les soins en neurologie. À Genève, chaque année, 700 personnes sont victimes d'un accident vasculaire cérébral. C'est la troisième cause de mortalité derrière les maladies cardiaques et les cancers. Après 65 ans, les AVC sont la première cause d'handicap physique et intellectuel. AVC, 3 lettres capitales pour un problème de santé publique majeur. Un accident vasculaire cérébral est en fait une interruption brutale du flux sanguin dans une région déterminée du cerveau. Et selon l'artère touchée, le déficit qui est engendré par cet arrêt du flux sanguin sera plus ou moins important. On distingue principalement deux formes d'accident vasculaire cérébral. Il y a d'une part l'AVC dit ischémique. Il résulte en fait de l'occlusion d'une artère par un caillot. Et l'autre forme, c'est l'hémorragie, l'AVC hémorragique qui résulte en fait de la rupture d'une artère. Prévenir un AVC est partiellement possible. Parmi les facteurs de risque, l'âge et l'hérédité, mais aussi l'hypertension artérielle, le diabète, le tabac, le cholestérol, la sédentarité et la surcharge pondérale. Vous pouvez vous-même agir sur ces derniers facteurs de risque grâce aux médicaments ou en adaptant au mieux et au quotidien votre hygiène de vie. D'autre part, les troubles cardiaques sont souvent à l'origine d'un AVC. Le plus souvent, les accidents vasculaires cérébraux frappent sans prévenir et sans aucun signe avant-coureur. L'AVC survient comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Il y a rarement des signes prémonitoires. Les signes d'alerte les plus fréquents que nous connaissons, tout d'abord, il y a la paralysie. Elle touche souvent que la moitié du corps, elle touche la face, en particulier là, on est frappé par une chute de la commissure de la bouche, elle touche le bras et la jambe d'un côté. Il y a les troubles de la sensibilité, ça peut être un engourdissement, du picotement, également que la moitié d'un corps. Puis on a les difficultés de langage, c'est-à-dire qu'on a difficulté à trouver les mots, ou bien on dit un mot à la place d'un autre. On peut avoir aussi des difficultés à articuler ces mots à tel point que l'entourage ne comprend plus le patient. Il y a aussi les troubles de la compréhension. Parfois, le patient ne comprend pas du tout les consignes, même simples, qu'on lui donne. Il y a ensuite les troubles de la vision. Ça peut être un déficit brutal de la vision d'un seul œil. Le patient voit un voile noir. Ça peut être un déficit dans un champ visuel, soit un côté, soit de l'autre, et ça peut être une vision double, une vision qui est dédoublée soit sur le plan vertical, soit sur le plan horizontal. On peut avoir des vertiges. Ces vertiges peuvent être soit comme des vertiges rotatoires, où le malade a l'impression d'être comme dans un carrousel, mais plus fréquemment, c'est plutôt une sensation d'ébriété ou d'être comme sur un bateau. Et enfin, il faut s'inquiéter devant des maux de tête qui peuvent être persistants parce qu'ils peuvent signer une hémorragie cérébrale. Qu'est-ce qui se passe? Je vois plus rien du tout. C'est tout noir. Priorité des priorités, dès les premiers signes d'alerte, la prise en charge du patient. Vous devez appeler immédiatement le 144 et noter l'heure des premiers symptômes. C'est à ce moment précis que le compte à rebours commence et que tout se joue pour l'avenir du patient. Le 144, bonjour. Oui, bonjour, je vous appelle parce que mon père vient de faire un malaise. Est-ce qu'il est conscient? Je sais pas trop en fait, il est un peu bizarre. D'accord, quand vous lui parlez, il vous répond? Oui, mais en fait, on le comprend pas, il s'exprime mal, c'est pas clair et j'ai l'impression que quand je lui parle, il ne me comprend pas. D'accord. Est-ce qu'il respire normalement? Oui. Et vous savez s'il a de la peine à bouger les bras? Oui, en fait, le bras droit ne répond pas. D'accord, ok. Et puis depuis combien de temps il est comme ça? Oh, bah, ça fait juste quelques minutes, en fait, je vous ai appelé tout de suite. Eh bien, écoutez, je vais vous envoyer les secours à la maison. Vous ne le bougez pas trop et puis on arrive de suite. Hein. D'accord, merci. L'AVC est une urgence vitale, alors chaque minute compte, et plus tôt le traitement est administré, plus grandes sont les chances de récupération. Aux urgences, la victime est immédiatement prise en charge par une équipe de soins. Un neurologue vient évaluer l'état du patient. Essayez de me regarder. Ouvrez la bouche. Ouvrez la bouche. Essayez de lever le bras là. Le bras gauche.
Puis direction le scanner pour confirmer le diagnostic d'AVC. Scénario numéro 1, les premiers symptômes en moins de 3 heures, c'est la configuration idéale. Une thrombolyse est pratiquée par voie intraveineuse. Le caillot de sang est alors dissous, le cerveau est à nouveau irrigué. Un examen appelé écho-doppler permet de visualiser les artères au cœur même du cerveau, en mesurant ainsi l'effet de la thrombolyse sur la dissolution du caillot. Deuxième scénario, entre 3 et 6 heures après l'apparition des symptômes, ou en cas d'échec de la thrombolyse intraveineuse, l'équipe de soins a recours à une thrombolyse par voie intra-artérielle. Scénario numéro 3, la thrombolyse est inenvisageable soit parce que plus de 6 heures ont passé depuis le début des premiers symptômes, soit parce que le patient ne remplit pas certains critères médicaux. Indépendamment de ces premiers soins, d'autres actions permettant d'améliorer favorablement le pronostic sont prises dans les premières 48 heures. Le patient est systématiquement sous haute surveillance. Pour cela, il intègre soit les soins intensifs, soit les soins intermédiaires en neurologie. Donc le scope nous permet de contrôler le rythme cardiaque du patient, la saturation en oxygène, la fréquence respiratoire et la tension artérielle du patient. La moindre modification d'un de ces paramètres peut entraîner une aggravation de l'AVC. Donc il faut surveiller et au cas où ce serait anormal, prévenir le médecin et prendre les mesures appropriées pour pallier à ces perturbations. Autre geste essentiel, le test de déglutition. Alors je vais vous donner de l'eau avec une petite seringue, puis je vais voir si ça passe bien. Parce que des fois ça passe dans les poumons, alors on n'aime pas trop, parce que ça peut faire des infections pulmonaires. Alors, je vous mets de l'eau, avalez, très bien. À cause de la lésion cérébrale, la nourriture peut aller vers les poumons plutôt que vers l'estomac. Un problème pris très au sérieux ici car pouvant entraîner de réelles complications, telle une bronchopneumonie. Une fois l'urgence passée, le patient est toujours sous haute surveillance neurologique. Les équipes de soins se doivent d'évaluer sa motricité, sa sensibilité, l'évolution de son langage, de la compréhension et de l'attention. Cette phase d'une dizaine de jours permet aussi, grâce notamment à des examens radiologiques, de déterminer la cause de l'AVC. De ce diagnostic dépendent les traitements à suivre, notamment médicamenteux, le plus souvent des anticoagulants et des antiagrégants plaquettaires qui empêchent la formation des caillots de sang. Des traitements individualisés, adaptés aux différentes lésions subies. Alors, les conséquences de l'accident vasculaire cérébral sont différentes selon les patients en fonction de la localisation et de la taille de la lésion. Déjà, le cerveau droit s'occupe du côté gauche du corps et le cerveau gauche du côté droit du corps. Donc, si c'est le cerveau droit qui est touché, ça va être le côté gauche du corps qui va être paralysé, affaibli ou endormi, et vice-versa. Ensuite, chaque lobe a une fonction différente dans le cerveau. Par exemple, le lobe temporal à gauche, la plupart des gens qui sont droitiers, chez une majorité des gauchers, s'occupent du langage. Donc s'il y a une lésion à ce niveau-là, il va avoir un trouble du langage qui s'appelle une aphasie. Un autre lobe, qui est le lobe frontal, est très important pour la planification des activités, c'est-à-dire prendre l'initiative, faire une étape après l'autre, se corriger quand on a fait une erreur, pouvoir passer d'une étape à l'autre. La rééducation, le maître mot de la prise en charge de l'AVC. Elle doit commencer le plus tôt possible à l'hôpital pour se poursuivre de façon plus intensive au service de neurorééducation de Beauséjour. Les bienfaits de cette rééducation sont incontestables, mais ils ne guérissent pas les dommages qu'a subi le cerveau. À ce stade, l'objectif prioritaire est clair, une plus grande indépendance et une autonomie plus ou moins retrouvée dans la vie quotidienne. La rééducation a 3 objectifs principaux. D'abord, éviter des complications supplémentaires, notamment un enraidissement articulaire. Ensuite, on va demander au cerveau sain de reprendre la fonction qui a été lésée. Donc on va faire un entraînement spécifique pour espérer que ce cerveau reprenne la fonction, et ça c'est possible grâce à la plasticité cérébrale. Par exemple, si le bras est paralysé, on va demander de faire l'exercice jusqu'à ce qu'il y ait une certaine force qui revienne. Malheureusement, c'est très variable d'une personne à l'autre, la récupération. Donc on va mettre en parallèle également des stratégies de compensation, c'est-à-dire apprendre à faire avec un bras paralysé. Et on peut s'habiller ou faire sa toilette avec un bras en moins, mais il y a besoin d'apprendre à le faire, comment le faire. Ok, vous enchaînez directement le passage du pied gauche devant. Allez. Très bien. Tout d'abord, bien sûr, on va travailler l'équilibre assis, ensuite l'équilibre debout, et puis en priorité les transferts du lit au fauteuil et puis du fauteuil au WC.
Ensuite, quand c'est possible, le physiothérapeute va travailler la marche avec évidemment le périmètre, la vitesse, l'endurance, puis également le passage d'obstacles comme le trottoir, la prise d'escalier, voire même le relevé du sol si la personne chute à sol. Les soins infirmiers et les ergothérapeutes, eux, vont travailler les activités de la vie quotidienne. Donc tout d'abord la toilette et l'habillage et l'alimentation, mais ensuite des choses plus compliquées comme les courses qui nécessitent toute une planification, la gestion de l'argent, mais également la cuisine et des autres activités de la vie de tous les jours. Il y aura également une visite à domicile qui va être faite pour voir s'il y a des aménagements qui sont nécessaires. La logopédiste va s'occuper de la rééducation du langage, et le neuropsychologue des problèmes de mémoire, de planification ou de compensation d'une héminégligence. Après l'hospitalisation, la rééducation doit continuer pour maintenir les acquis et atteindre de nouveaux objectifs. Les progrès les plus spectaculaires sont visibles dans les premiers mois, toutefois les progrès continuent pendant près de 2 ans. Et au bout de 21 jours, en fait, je peux partir de l'hôpital et en fait rentrer à la maison et pouvoir venir donc 3 fois par semaine voir les logopédistes donc, ici en neurologie. Et donc ça a duré pendant 18 mois exactement. J'ai encore des séquelles, mais la plupart des gens ne les voient pas. Donc c'est des séquelles à moi. Je les garde pour moi. En principe, je ne dis rien. La dernière minute de ce magazine Pulsation avec ses 3 infos pratiques maintenant. Rendez-vous avec Pulsation papier, disponible dans tous les lieux de soins des Hugues. Vous retrouverez également toute l'actualité des hôpitaux universitaires de Genève sur Internet. L'adresse s'affiche sur votre écran ainsi que celle de la Fondation Arter qui soutient la médecine publique genevoise et finance les projets en faveur des patients. Le mois prochain, on change de registre avec un magazine consacré à la fibromyalgie, tout un programme.